Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Et lors d'une de nos dernières réunions, l'envie de vous proposer une série de portraits de personnalités variées mais au parcours inspirant et plein de courage est née. Dont acte. Cette émission fera donc suite aux deux précédentes, c'est-à-dire qu'après vous avoir proposé de rencontrer Sandra puis Boris, nous passerons aujourd'hui les 25 prochaines minutes en compagnie. Je m'appelle Anouk, j'ai 29 ans. On va dire que j'ai un peu une double casquette. D'une part, je suis masseur kinésithérapeute et aussi sportive de haut niveau dans le paratriathlon. Un entretien mené il y a quelques semaines sur Lyon en compagnie de Thierry Sabatier. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Tu y vois encore un petit peu ou tu y vois plus du tout? Je vois encore un tout petit peu, juste un peu le jour et la nuit, et les gros contrastes lumineux, mais voilà. Ça me permet surtout de me réguler, mais pas forcément de me déplacer et de m'aider au quotidien. Et ta scolarité, tu l'as effectuée en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé ou un peu des deux? J'ai fait mon école maternelle en milieu ordinaire, mais suivie par le CAM 69. Ensuite, j'ai fait mon école primaire, ce qui s'appelle anciennement l'EREADV à Villeurbanne. Ensuite, j'ai enchaîné par un collège ordinaire pour me rapprocher un peu de ma famille et aussi parce que voilà, on estimait que j'avais le niveau de pouvoir suivre dans un collège ordinaire. J'ai voulu continuer la musique que j'avais déjà entrepris depuis le CP et aussi au collège. J'ai voulu aller sur Paris, donc ça m'a encore un peu éloignée de ma famille, mais ça m'a permis de conserver la musique. Moi, j'ai toujours fait du piano, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite et voilà, j'ai poursuivi ça toute ma scolarité du coup. D'accord. Et aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais masseuse kinésithérapeute. C'est ça. À la suite de mon lycée, j'ai entrepris les études. Voilà, je savais que je voulais faire un métier utile aux autres. Je voulais pas être dans des bureaux. Je voulais faire de l'intellectuel, mais un peu lié à de la pratique. Cette formation était accessible et adaptée. Je me suis engagée dans ce cursus. Et du coup, j'ai eu mon diplôme en 2013. Mais pourquoi tu voulais faire un métier pour aider les autres? C'était quoi ta motivation? J'aime bien sentir que je suis utile en fait. Peut-être aussi dans ma tête, j'avais aussi peut-être une revanche de me dire c'est pas parce que j'ai un handicap que je peux pas aussi être utile et éviter de me renfermer sur moi-même. Après, j'ai toujours voulu aller de l'avant, donc je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin toujours de sentir que je peux aider. Après, pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que savoir de sentir que je fais du bien aux autres, ça me plaît aussi. Tu as le sentiment d'avoir rencontré beaucoup de difficultés liées à ton problème de vue pendant ta scolarité et tes études supérieures? Ah bah forcément, Ouais. tout le temps, tous les jours, Ouais. plus ou moins difficile. Voilà, dans plein de domaines, l'adaptation des cours, la relation aux autres, les moqueries, le surpassement de travail pour combler le handicap. Voilà, ça a été un peu toute ma scolarité. Après, j'ai été capable de le faire avec pas mal de réussite, mais aussi des bas, des moments de ma scolarité. Mais voilà, j'ai réussi à peu près à décrocher les résultats que je souhaitais. Je pense que j'ai toujours été combative. Déjà, je suis très perfectionniste, donc je veux toujours faire du mieux que je peux. Après, j'ai aussi été éduquée avec mes deux frères qui voient clair et qui sont plus grands. Et du coup, mes parents n'ont jamais fait de distinction aussi là-dessus. Donc, sachant que j'avais aussi la confiance, on a appris à me mettre en confiance comme quoi j'étais capable de faire comme les autres. Et du coup, moi, j'ai aussi eu cet état d'esprit et j'ai toujours voulu faire la même chose que les autres sans vouloir forcément tenir compte de mon handicap. Bon, des fois, c'était pas possible, mais en tout cas, j'ai toujours essayé de mettre en œuvre du mieux que je pouvais pour être au même niveau que les autres parce que moi, je me compare toujours à ceux qui font mieux et jamais à ceux qui font moins bien. Donc forcément, ça m'a toujours poussé à faire mieux et plus, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on sent bien avec tous les témoignages qu'on a recueillis que souvent l'environnement familial est essentiel en fait dans l'épanouissement. Après, il y a aussi le caractère, hein. L'environnement fait pas tout. Il y a un cumul des deux, voire aussi de l'environnement scolaire, institutionnel qui joue aussi, mais c'est vrai que l'environnement familial compte beaucoup.
Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Aujourd'hui, un nouveau portrait inspirant, en compagnie d'Anouk. De sport de haut niveau, tu as commencé tôt ou... Non, tard. Ouais. J'ai commencé ça en 2014, donc j'avais déjà 21 ans. Je suis rentrée dans ce milieu un peu par hasard. Moi, j'ai toujours eu l'âme de la perfection et de faire bien, mais j'avais pas forcément eu le projet de faire du sport de haut niveau. J'avais toujours privilégié mes études. Et en fait, c'est tombé un peu par hasard, mais on va dire au bon moment dans ma vie, parce que j'avais terminé mes études de kiné et j'étais pas encore très prête à travailler. Et en fait, un jour, il y a un pompier qui m'a contactée et il m'a dit bah voilà, j'ai rencontré le biathlon handisport dans une station. J'ai voulu, moi qui fais du triathlon, je voulais faire découvrir ça en tant que guide à une personne déficiente visuelle. Et en fait, il avait contacté le milieu handisport et en fait, il est tombé sur un de mes amis qui a pensé à moi. Et je me suis retrouvée là-dedans, dans le triathlon. Et après, j'ai rapidement été contactée par la fédération parce que en fait, j'étais la première fille non-voyante à vouloir faire cette discipline. Même en plus, j'ai pas trop confiance en moi, donc à chaque fois, je me disais non, mais j'y arriverai pas. Elles sont trop fortes, elles me mettent tellement de temps à l'arrivée, je les battrai jamais. Et en fait, comme je veux toujours me comparer à celles qui font mieux, pas à celles qui font moins bien, et ben je me suis dit je vais faire mieux, et voilà quoi. Ouais, parce que le triathlon, c'est 3 disciplines, natation, vélo et course à pied. C'est ça. Donc j'imagine que c'est compliqué à gérer au quotidien les entraînements. Un peu, ouais, un peu. Bah après, c'est sûr Mhm. qu'au début, je m'entraînais pas autant, hein, parce qu'en plus au moment où j'ai fini mes études de kiné, comme le travail, je l'envisageais pas tout de suite, j'ai commencé une licence, donc après j'avais le travail, la licence et le sport, donc ça faisait beaucoup de choses. J'ai eu du mal aussi à trouver des bonnes conditions d'entraînement, et après, quand j'ai vu que le sport marchait de mieux en mieux, j'ai arrêté mes études. Mais là aussi, quand on parle de la complexité du handicap dans les études, il y a aussi la complexité du handicap dans le sport, parce que beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique. Pour faire mes 12 heures d'entraînement, en fait, ça me prend au moins plus de 4-5 heures par semaine, largement, d'organisation, du transport, enfin bref. Puis trouver les personnes qui t'accompagnent, Trouver les non? guides, des fois il n'y a pas de guide. Donc Parce que tu as combien de guides pour chaque discipline? En fait, j'ai ma guide officielle de compétition, enfin j'en avais 2, mais elles n'étaient pas chez moi, donc il fallait que je trouve des guides vers chez moi pour courir. Et j'ai dû me mettre dans des grands réseaux de coureurs et présenter mon profil sur les réseaux sociaux pour qu'en fait les gens ils se proposent. Mais après, les gens ils sont pas sportifs de haut niveau, ils travaillent et ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à me consacrer, parce que souvent les gens ils font du sport pour se défouler et se vider la tête, et s'ils font ça pour quelqu'un, ça c'est différent, le vécu est différent. Après, il y en a qui sont contents aussi de partager leur sport. Mais voilà, c'est pas facile d'avoir de la ponctualité, et du coup, c'est toutes les semaines à remettre à remettre en forme, à retrouver des personnes. Donc ça prend beaucoup d'énergie, plus que de faire du sport. Ouais. Voilà, mon parcours de sportif de haut niveau qui a commencé très simplement, s'est terminé aux Jeux paralympiques à Tokyo cet été, par une médaille de bronze qui n'était pas forcément attendue, qui pouvait être attendue, mais qui était pas, j'étais pas dans les favorites quoi, de ma catégorie. J'ai quand même eu le Covid et pas mal de petites bricoles en début d'année qui m'ont mis un peu des bâtons dans les roues. Mais bon, j'ai quand même réussi à surmonter ces épreuves et à m'accrocher aussi, parce que ma qualification n'a pas été facile à obtenir, avec des petits déboires dans certaines compétitions, des problèmes avec ma guide en termes d'entente et tout ça. Donc voilà, une grosse satisfaction d'avoir quand même réussi à décrocher une médaille sur cette course de Tokyo. Et en 2024, tu te projettes?
Tu penses J'aime y bien cette participer? question. On me la pose souvent. Bah oui. Et le truc, c'est qu'en ce moment, la réponse, elle est un peu floue. Je sais pas trop comment va évoluer mon projet sportif, notamment justement à cause de toutes ces fameuses conditions d'entraînement qui ont été assez compliquées ces 2 dernières années, amplifiées largement par la crise sanitaire. Je veux plus revivre les conditions dans lesquelles je me suis entraînée, on va dire surtout les contraintes logistiques que j'ai pu avoir. Voilà, j'estime que si je fais du sport de haut niveau, c'est pas pour passer 4-5 heures minimum par semaine à faire de la logistique. Passer toutes les semaines mon temps à chercher des guides, avoir des problèmes de taxi, ma coach la veille qui me dit finalement je vais me faire tester demain, machin, je peux pas t'entraîner et tout. La fédération, ils m'aident, mais le truc, c'est qu'il y a pas mal de choses où en fait, ils sont à distance. Et il y a pas mal de petites choses du quotidien en fait qu'ils peuvent pas maîtriser. Donc eux, ils m'aidaient sur la logistique pour les stages, c'est eux qui prenaient en charge les billets, tout ça qui organisaient. Mais après sur le quotidien, de me trouver des guides, etc. Eux, ils sont pas sur la région, donc on va dire que c'était pas évident pour eux de faire ça. Tu aurais besoin de qui, de quoi concrètement pour pouvoir être un peu plus confort pour aller là où tu voudrais aller? Ce que j'ai besoin, c'est d'obtenir plutôt une routine d'entraînement sur des horaires, on va dire, convenables de la journée, parce que c'est vrai que je suis détachée en partie de mon travail maintenant pour m'entraîner. Et si on me propose d'aller m'entraîner à 6h le matin ou à 20h le soir, en fait, c'est pas très cohérent avec une vie familiale à côté. C'est d'avoir des guides disponibles en journée pour rouler, pour courir. Avoir aussi des créneaux de natation où je suis sûre d'avoir quelqu'un au bord du bassin, où je suis pas obligée d'attendre toutes les semaines de savoir si j'aurai quelqu'un ou pas. Voilà, c'est vraiment obtenir des personnes qui sont disponibles à courir, rouler et à me coacher au bord de la piscine dans des créneaux raisonnables de la journée. L'idéal, c'est juste que j'ai des guides compétents qui puissent m'accompagner. L'idée, c'est si je peux en avoir 2 ou 3, quoi. En course à pied, grand maximum, et puis en vélo, pareil, mais... L'idéal de l'idéal, c'est d'avoir un guide vélo, un guide course à pied, et je fonctionne qu'avec eux pour m'entraîner. Mais ça, c'est un peu mission impossible. D'accord. Donc voilà, après, de toute façon, il y a toujours aussi l'option de faire du tapis. Après, toutes les séances se prêtent pas à faire du tapis de course à pied. Ou du home trainer, c'est un vélo statique qui est posé sur un support et que je peux pédaler seule. Donc voilà, ça reste aussi une option, mais voilà, faut pas que ça devienne une habitude et que toutes mes séances se transforment là-dessus, parce que moi aussi, même si j'aime être utile aux autres, mais j'aime aussi partager le sport avec les autres, parce que moi, faire mon sport pour mon propre égoïsme, ça me correspond pas tellement. Moi, le sport, je le fais aussi pour le vivre avec qui m'encouragent et aussi les gens qui me guident. Parce que du coup, j'ai beaucoup de personnes qui me guident, ils en tirent aussi un bénéfice. C'est du plaisir. De motivation déjà à s'entraîner aussi, parce que des fois, quand on a du mal à se motiver, si on se dit, allez, je dois aller sortir guider Anouk, ça va être cool. Bah tu vois, moi je trouve ça cool, je trouve ça sympa qu'ils puissent se dire ça. Et voilà, après la satisfaction aussi pour eux de se dire, bah c'est cool, je peux être utile à quelqu'un, je fais mon sport et en même temps je permets à quelqu'un de le faire aussi. Donc voilà, moi je vis aussi le sport surtout pour ça, pour ma performance, mais à travers le soutien de plein de personnes en fait. Je trouve ça plus réjouissant de dire que c'est ma performance avec l'aide de plein de personnes que de me dire c'est ma propre performance seule, quoi. Et tu disais qu'au départ, quand tu t'es intéressé, que tu voulais faire du triathlon, tu étais la seule à la fédération non-voyante? Oui, c'est ça. J'ai été la première paratriathlète française dans le circuit international et français aussi. Du coup, quand tu étais en compétition, tu étais face à des voyants, quoi. Donc, Vu j'ai commencé à faire des courses régionales dans le coin. Après, au niveau national, c'est vrai que du coup, j'étais toute seule dans ma catégorie. Donc forcément, à chaque fois, j'ai eu le titre de championne de France. Mais par contre, du coup, ouais, c'est vrai que si je voulais vraiment me mesurer aux autres, il fallait que j'aille à l'international. Du coup, c'est vrai que très rapidement, j'ai commencé à faire des courses internationales. Parce que les filles, elles sont aussi un peu toutes seules dans leur pays. Mais bon, là, au départ, quand on est 7 ou 8, bon, c'est sûr que ça paraît pas beaucoup. Mais c'est déjà pas mal, ça permet de se mesurer déjà aux autres. Oui. Donc, Et depuis, au niveau national, il y a d'autres déficiences. Alors maintenant, oui, alors pas tant que ça. Hein, maintenant, j'en connais 3 d'autres qui sont venus un peu sur le circuit. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours la seule à faire... il y en a une là qui a... un tout petit peu, elle commence à s'initier dans l'international, mais je suis la seule à avoir vraiment l'expérience.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Une émission pensée et réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle, qui ont voulu vous partager une série de portraits de personnes en situation de handicap visuel, mais au parcours impeccable, en espérant que ces bonnes vibrations font que vous passez un bon moment en notre compagnie. Retour à l'entretien. Tu aurais des conseils à donner si par exemple un jeune ou une jeune qui déficiente visuelle, qui a envie de se lancer dans le sport, tu aurais des conseils à lui donner? Maintenant, ce qui est un peu dans l'air du temps, c'est l'inclusion des handis dans le circuit valide. Par le triathlon, j'ai un peu été obligée parce que c'est pas un sport qui est géré par la Fédération française handisport. C'est la Fédération de triathlon qui s'en occupe. Donc je suis obligée d'être dans un club valide. Donc l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher des clubs valides dans la mesure du possible. Après, je sais que maintenant, il y a des clubs valides qui ont des sections handisport. Le premier conseil que je peux donner, en fait, c'est de tout de suite mettre à l'aise le club dans lequel on veut essayer d'aller, sur les capacités qu'on a, sur ce qu'on est capable de faire. Parce qu'en général, la méconnaissance du handicap, ça crée des blocages. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, je dis tout de suite de quoi je suis capable, je m'annonce et je dis, voilà, je vois pas clair, mais par contre, je suis capable de faire ça, j'ai telle compétence, j'ai pas besoin de tant de choses, j'ai besoin que de ça et de ça. Tout de suite, ça rassure, et plutôt que de laisser les gens dire, bah voilà, toute interprétation est possible, et c'est ça qu'il faut surtout éviter, ne pas forcément de se mettre de limites, parce que alors moi, au moment où le pompier me parle de triathlon, moi je lui dis, bah en fait c'est quoi le triathlon? Je savais même pas ce que c'était le triathlon, et d'un coup je lui dis, bah ouais tiens, je veux bien essayer. En fait, voilà, faut du coup ne pas se mettre de barrières dans ce qu'on aimerait faire. Bon, après il y a des limites, hein, forcément à chaque fois on se prend un peu c'est jamais facile de le faire, mais on va dire que ça vaut souvent le coup de mettre les moyens d'y arriver pour montrer aux valides aussi qu'on est capable de faire pas mal de choses, même comme eux, voire parfois mieux dans certains cas. Donc. Le sport, ça t'a aidé aussi dans ta vie personnelle et professionnelle? Ça m'a bien aidé parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est même plus que ça, parce que dans la vie de tous les jours, on va dire qu'on essaye de gérer les choses, mais on va dire que quand il y a quelque chose qui est un peu compliqué, on se dit « ouais non, je vais pas le faire, ça va être trop compliqué, je vais pas le faire », parce qu'il y aura pas d'impact derrière, donc on va dire qu'on le fait pas. Et moi, dans mon sport, et encore plus ces 2 dernières années, le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'ai été obligée d'affronter des situations compliquées parce que j'avais pas le choix. Je veux dire, si je voulais performer, j'avais pas le choix que de mettre des moyens que j'aurais pas mis si j'avais pas eu le sport de haut niveau. Des exemples assez simples, hein. Par exemple, bah voilà, j'avais des soucis pour aller nager, j'avais pas assez de créneaux de nager. Et bah, du coup, j'ai dû aller dans des piscines que j'avais jamais mis les pieds avant d'aller faire mon entraînement. Avant, je n'osais pas faire ça. J'attendais mon conjoint ou alors j'y allais pas. Et le fait de pas avoir le choix, parce que je me suis dit que si j'y allais pas, ça veut dire que j'allais pas être entraînée, ça veut dire que mes concurrentes, elles étaient peut-être elles super entraînées. Et donc du coup, je laissais porte ouverte à ce qu'elles soient meilleures que moi, juste parce que je n'ai pas eu le courage d'aller dans une piscine. Et je me suis dit, bah non, je peux pas leur laisser cette chance-là. Juste parce que j'ai pas envie d'aller pousser une porte, parce que j'ai peur de demander aux gens de m'accompagner au bassin et autres. Et maintenant, en fait, d'aller dans une piscine que je connais pas, maintenant, ça me paraît une banalité. Et tout simplement, hein, demain, je vais aller m'entraîner dans une nouvelle piscine que je suis encore jamais allée. Ah ouais. Parce que voilà, mon nouveau créneau de natation, il va être dans cette piscine. Et ben tant pis, voilà, j'y vais. Le club, il m'attend. L'entraîneur, je le connais même pas. Il m'a jamais vu, je l'ai jamais vu. Je vais aller au bord du bassin, il connaît mon histoire et tout, mais voilà, on se connaît pas, et je vais aller au bord du bassin et ça me stresse pas plus que ça. Ouais. Ah. Puis moi je pense que ce serait même compliqué pour quelqu'un qui voit. Hein. Je pense que de changer chaque fois d'entraîneur, chaque fois de lieu d'entraînement. Voilà, c'est ça. Avec le handicap, voilà, encore plus dans ce sport-là, il faut être d'une adaptabilité monumentale, quoi, parce que dès qu'on part en stage, tout est nouveau à découvrir. Les compétitions, c'est pareil, hein, c'est pas une piste de 400 mètres qui est toujours la même dans tous les pays du monde. C'est le triathlon, c'est jamais le même parcours, jamais les mêmes configurations d'environnement, les virages sont jamais les mêmes. Voilà, tout est différent, donc il faut toujours tout apprendre souvent. Donc c'est vrai que si je peux avoir juste une petite routine d'entraînement où je ne suis pas obligée de me prendre la tête toutes les semaines de comment ça se passe la semaine d'après, c'est vrai que ça serait quand même pas mal. Puis maintenant, tu as une médaille de bronze aussi. Ça ouvre peut-être... ça aide aussi, c'est sûr que ça aide.
ça aide à trouver un peu. On va dire que ça aussi, ça fait un peu gagner en confiance. Bon, après, faut pas non plus prendre la grosse tête, mais c'est loin d'être mon cas. Mais on va dire que ça facilite un peu les relations et la crédibilité quand on va quelque part et que, voilà, que même ça. Moi, je suis pas du genre non plus à vanter que j'ai une médaille. Mais voilà, déjà que. Enfin, je le dis, enfin, simplement, sans en rajouter trop. Mais c'est sûr que ça peut aider à certaines situations. Et voilà, on arrive dans le finish de cette nouvelle émission. Nous allons retrouver pour quelques minutes encore Anouk pour la fin de cet entretien. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Ne changez pas de radio. Donc on a parlé beaucoup de sport là, peut-être nous parler aussi comment tu arrives à concilier travail et sport, parce que ça te fait des doubles journées, j'imagine. Surtout que quand je suis, on va dire qu'en fait je travaille 25% de l'année, mais annualisé en fait. Du coup, quand je suis pas en stage et tout ça, je travaille 2 jours par semaine. Tu travailles où, pardon Je travaille à l'hôpital de Givors, au sud de Lyon. Mais c'est vrai que ça demande un peu de logistique parce que voilà, il faut quand même être au travail, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'important dans mon équilibre d'avoir la balance travail-sport, notamment dans ce que je disais, dans mon besoin d'être utile, parce que voilà, dans mon sport, même si je partage pas mal avec mes guides et tout ça, je suis quand même moins utile qu'auprès de mes patients, de pas être trop dans l'égoïsme, on va dire, de ma discipline, et d'être aussi utile aux autres. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ton rapport avec tes patients. Le fait que tu sois déficiente visuelle, comment ça se passe ? Alors moi, comme je disais que en général auprès des structures sportives, j'aime bien tout de suite me signaler et dire de quoi j'ai besoin. En fait, je me présente toujours auprès de mes patients avec ma canne pour dire aux gens, voilà, tout de suite vous le voyez, je vois pas clair, mais je suis quand même en blanc et je suis quand même ici, donc. Mais souvent, les gens sont tout de suite apaisés. Plutôt que de me voir arriver sans rien et de se dire mais elle est un peu bizarre, elle me regarde pas. Et donc tout de suite les gens ils sont au courant. Et après du coup à l'inverse, des fois ils nous confèrent un peu aux non-voyants, ou en tout cas aux malvoyants kinés, des pouvoirs un peu, j'ai pas envie de dire magiques, mais des fois ils disent ah non mais vous allez être génial. Et je leur dis tout de suite vous enflammez pas. Moi je vais faire du travail, mais vous aussi il va falloir travailler. C'est un travail d'équipe là aussi. On va dire qu'à l'inverse de mon guide qui est utile à moi, du coup c'est moi qui est le guide du patient, à lui donner des conseils de ce qu'il doit faire, et du coup ça fait une bonne complémentarité. Et après les patients, voilà, en général ils sont contents de ce que je fais avec eux, et après quand je leur parle de mon sport, après de ceux qui sont capables de comprendre, parce qu'ils sont pas tous capables de comprendre, ils sont contents de savoir qu'on est capable aussi de faire pas mal, en plus du métier, de faire aussi tout le sport. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anouk et à Thierry. L'Imaginoire, à l'écoute des familles, est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à limaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, Limaginoir. Vous pouvez nous rendre visite ou nous contacter via notre page Facebook, de facebook.com/l'imaginoire, ou bien en contactant votre radio qui nous transmettra le message. Le mois prochain, nous vous proposerons à nouveau un portrait inspirant. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance et soutenu par la CAF Drôme et la Fondation BP Aura.